Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique comme je vous l'avais annoncé ce soir. Je reçois le préfet de Guadeloupe, Philippe Gustin, qui est avec nous bien sûr pour répondre à vos questions, mais aussi surtout pour nous informer concernant cette phase, on va dire, de déconfinement. Alors beaucoup de questions lui seront posées, il aura à cœur de nous renseigner sur ce qui va se passer au niveau de l'après 11 mai. Monsieur le préfet, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Madame Boisset, bonsoir à toute la Guadeloupe. Monsieur le préfet, j'ai l'impression que vous êtes venu ici pour nous annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes en phase de déconfinement. Non. Non ? Non. Vous en êtes sûr ? Non, nous sommes encore en phase de confinement jusqu'au 11 mai. Nous avons des bonnes nouvelles en ce sens que grâce au civisme des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, qui ont supporté et qui supportent encore ce confinement depuis plus de 6 semaines. Permettez quand même que je vous dise, pour exemple ce soir, lorsque je suis venu ici, je n'ai jamais vu autant de véhicules sur la route. Voilà, j'allais vous dire, il y a un vraiment relâchement. beaucoup de véhicules. Et nous ne devons pas avoir ce relâchement. Je comprends encore une fois que c'est dur, hein, ces 6 semaines là maintenant qui a dû respecter, qui pèsent, et puis qui ont des incidences, on en parlera sans doute ce soir, hein, qui ont des incidences psychologiques, des incidences, vous savez, sur les violences qu'on peut rencontrer, des incidences économiques, on abordera sans doute tous ces sujets. Ça, on sait très bien qu'on ne peut pas, ad vitam aeternam, avoir ce confinement. Donc il va falloir en sortir. Mais ce qui va nous permettre d'en sortir, et ça je pense que tout le monde est d'accord, c'est que ce sont les données sanitaires qui nous permettront de dire oui, on peut y aller. Parce que imaginez-vous, on fait un petit peu de fiction là. Vous m'invitez le 30 juin ou le 14 juillet et de nouveau ça flambe. On a des cas de coronavirus comme on n'en a pas eu encore pendant cette phase que nous venons de vivre. Et je vous annonce sur votre plateau que oui, on recommence le confinement. Oui, je vois votre tête et je vois la tête de tous les Guadeloupéens et de toutes les Guadeloupéennes qui diraient mais non, pas encore, on ne va pas recommencer. Et donc aujourd'hui, le premier message que je veux faire passer, c'est que nous avons tous, nous, je dis le nous, fait des efforts surhumains qui ont eu un prix et qui permettent aujourd'hui d'être dans la situation qui n'est pas extraordinaire, mais qui est plutôt favorable, surtout si nous nous comparons à d'autres territoires, parce qu'aujourd'hui, par rapport à la métropole, par rapport même aux autres outre-mer, rapporté à la population, la Guadeloupe, alors je laisse de côté, Wallis et Futuna ou Saint-Pierre-et-Miquelon, mais par rapport à sa population, c'est la Guadeloupe qui est la moins touchée. Donc c'est bien. 12 décès quand même. Alors 12 décès qui sont de trop, bien sûr, chacun de ces décès est de trop, et j'apporte vraiment toutes mes condoléances naturellement aux familles de ces 12 personnes qui nous ont quittés du fait du coronavirus, mais nous avons réussi à contenir. Mais pour autant, le virus, il est encore là. 2 cas hier, oui. 1 cas ce matin, oui. Un décès de nouveau ce matin, un décès un peu plus tôt dans la semaine. Donc le virus, il est là, le virus, il tue. Et nous ne pouvons pas nous permettre, après tous ces efforts, de nous retrouver dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, avec une résurgence de la pandémie. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer ces efforts, continuer ce confinement jusqu'au 11 mai. C'est d'ailleurs la date du 7 mai qui décidera du vert ou du rouge. Vous avez déjà quand même une petite idée de ce qui va se passer ici. Bien sûr, il faut anticiper. Il faut anticiper. Et vous voyez, nous sommes rentrés très vite dans le confinement. Rappelez-vous, on a l'impression que c'était il y a un siècle, c'était le 16 mars, quasiment du jour au lendemain. Je suis venu d'ailleurs sur votre plateau ce soir-là, et j'ai annoncé donc ce confinement à partir du lendemain. Et on a mis la clé sous la porte. On a fermé les magasins, on a fermé les écoles, on a tout fermé en un temps record. Vraiment, quand on y réfléchit, la vie s'est arrêtée. Là, maintenant, il faut sortir de cette période de confinement, et il faut en sortir de manière progressive, sans gâcher tous les acquis de ces 6 à 8 semaines de confinement, parce que rien ne serait plus terrible que de me voir revenir ici sur votre plateau et d'annoncer on recommence, on referme.
Donc c'est pourquoi ce soir, vous allez m'interroger sur qu'est-ce qu'on va faire, sur différents sujets. Et souvent, je vais vous dire, là-dessus, il va falloir desserrer l'étau. On ne pourra pas ouvrir d'un coup. On ne pourra pas passer de la nuit au jour. On ne pourra pas passer du confinement à la liberté totale. Parce qu'il va falloir aussi, et c'est ça qui est sans doute le plus difficile, il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Je pense que pour le déconfinement interne, nous pourrons faire plein de choses, mais que nous avons une énorme fragilité. C'est que notre territoire, il est attractif. Il est attractif à la fois pour nos compatriotes guadeloupéens qui sont en métropole et qui viennent ici, qui prennent le métro, comme je disais souvent quand je le prenais moi-même entre Paris et Pointe-à-Pitre, avec jusqu'à 5 ou 6 vols par jour. Il est attractif pour les touristes. Aujourd'hui, je vous encourage à aller sur quelques agences de voyage. Vous pouvez réserver une semaine en Guadeloupe pour 800 € au mois de juin ou au mois de juillet. Et au mois d'août, 300 € l'aller-retour. Voilà. Vous voyez. Donc, alors même qu'on ne pourra pas, depuis l'Hexagone, partir aux Seychelles ou aux Maldives ou à Bali, l'attractivité de la Guadeloupe va être là pour nous un talon d'Achille terrible. C'est-à-dire, nous pourrions nous retrouver. Et nous avons déjà, là, je peux vous l'indiquer ce soir. Vous savez que nous faisons une quatorzaine stricte pour les passagers qui arrivent des vols à la fois de Paris, mais aussi de Cayenne et de Fort-de-France. Sur les listes des inscrits, il y a 3 semaines, il y avait 50 personnes dans chacun des 2 avions. Il y a 15 jours, ils étaient 100. La semaine dernière, ils étaient 150. Le vol qui est arrivé cet après-midi, avant-hier, il y avait 223 personnes inscrites sur ce vol. Nous les appelons, vous le savez, nous appelons chaque personne. Nous les prévenons du fait que quand ils vont arriver, ils vont devoir se soumettre à cette quatorzaine stricte, c'est-à-dire ils vont être, enfermés dans un hôtel, ils ne pourront pas sortir, ils ne pourront pas recevoir des choses. Et donc, nous arrivons à faire passer, là, aujourd'hui, on est passé de 223 à, je crois, 103 ou 104 personnes. On divise plus que par 2. Mais dans ces gens qui ne viennent pas, il y a des touristes déjà. Il y a des gens qui regardent, qui regardent les cartes et qui se disent, dites donc, c'est vert. C'est vrai que lorsqu'on va sur Internet, on voit que la Guadeloupe, c'est la destination prisée pour les vacances. Mais oui, et vous allez, par exemple, m'interroger sur les plages. Je sais qu'il y a une montée, que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens veulent retrouver l'accès à la mer. Mais bien sûr, c'est normal, nous sommes un archipel, la mer, elle est omniprésente, elle est magnifique, etc. Et tout. D'abord, je pense qu'il est trop tôt, parce que nous ne savons pas, encore une fois, comment la pandémie va se développer dans les jours et les semaines qui viennent. Et puis deuxièmement, alors que toutes les plages de la République sont interdites, c'est un arrêté ministériel que je pourrais éventuellement y déroger. Si j'y déroge, imaginez l'attractivité renforcée de la Guadeloupe. Je suis parisien, j'ai passé 8 semaines confiné dans mon 15 mètres carrés. J'ai accessoirement parfois fait des économies parce que je n'ai pas pu dépenser. J'ai la possibilité de partir. Je prends un vol à 300 € et je viens en Guadeloupe parce que je sais que je pourrais aller sur les plages alors que je ne peux pas aller sur les plages de Normandie ou de Bretagne et que je suis sûr même d'y avoir le soleil. Donc vous voyez, c'est à ça qu'il faut penser. Quand vous me posez la question, vous pensez déjà à l'après? Bien sûr que nous pensons à l'après parce que chaque mesure que nous allons prendre et que nous allons prendre d'ailleurs que je vais prendre en concertation avec les élus. J'ai déjà eu plusieurs réunions, nous en avons eu encore une hier et nous en aurons la semaine prochaine sur les différents sujets, parce qu'il faut vraiment que nous fassions ça en concertation pour que collectivement nous prenions les bonnes décisions en ayant tous les critères pour bien choisir et surtout ne pas faire prendre de risques aux Guadeloupéens et à la Guadeloupe. Alors restons sur la plage, on va un petit peu faire dans le désordre puisque mon conducteur n'était pas comme ça, mais restons, ce n'est pas grave, restons sur la plage. Alors c'est vrai, fermer les plages, mais l'accès à la mer pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer un sport nautique.
que ça soit pour faire du surf, un sport individuel. Est-ce que, selon vous, ça ne peut pas aussi remettre les gens un petit peu dans plus de sérénité, mais bien sûr, ouvrir la mer sans forcément que les gens puissent aller à la plage et rester sur la plage, camper, etc. Et je mets un policier ou un gendarme derrière chaque Guadeloupéen qui a envie d'aller faire du surf. Qu'est-ce qui va se passer, Madame Boisset? Vous le savez très bien. Inévitablement, vous allez peut-être aller à l'eau, mais vous allez revenir à l'eau, vous allez rester sur les plages. Et il y aura une, et il y aura 10, et il y aura 20, et il y aura 100 personnes. Et à ce moment-là, le risque, là, de la propagation du virus, qui est encore là. S'il n'y avait plus aucun cas, si on n'avait plus personne dans les lits de réanimation, s'il n'y avait plus de tests positifs, je vous dirais, oui, tentons le coup. Si à l'interne de la Guadeloupe, nous étions clean. Mais nous ne le sommes pas aujourd'hui. Et je rappelle que les premiers cas, le cas zéro, les cas zéro que nous identifions, vraisemblablement dès le mois de février, qui n'étaient pas des croisiéristes, contrairement à ce qu'on dit tout le temps, qui étaient des cas importés de Haute-Savoie ou de l'Oise, eh bien, c'est eux qui, petit à petit, ont généré les 149 cas, les 12 décès. Donc, vous voyez, ce risque-là, moi, je vous ne voulez pas le prendre. Non seulement je ne veux pas le prendre, mais je ne peux pas le prendre. Il est de ma responsabilité de ne pas le prendre. Et pardon, ce risque-là, je ne le prendrai pas seul. Je le répète, par rapport à cette maladie, chacun d'entre nous, je l'avais dit ici sur ce plateau il y a quelques semaines, chacun d'entre nous porte sa petite part de responsabilité pour soi-même et pour les autres. Donc je pense qu'il faut continuer, il faut par contre reconquérir ce déconfinement. Il faut qu'on le gagne. Il faut qu'on le gagne ensemble. Est-ce qu'on ne l'a pas déjà gagné? On a gagné une extrêmement importante étape, oui, parce que nous avions le risque, et tout le monde le savait, nous avions le risque d'une flambée de ce virus, avec comme effets collatéraux une flambée des hospitalisations, une flambée de l'occupation de nos lits de réa, enfin tout ça, tout le monde le sait, et une incapacité dans laquelle nous nous serions trouvés. Nous n'avons pas de continuité géographique. Nous ne pouvons pas mettre nos malades dans un TGV pour les déplacer en Martinique ou dans une autre région de France. Non, non, nous devons nous gérer nous-mêmes. Donc c'est ça que nous avons gagné. Cette partie-là, nous l'avons gagnée. Aujourd'hui, 6 lits de réa occupés, voilà, on n'a pas embolisé notre CHU. On n'a pas embolisé notre service de réanimation. Mais moi, je ne veux pas prendre le risque, alors que nous avons réussi aujourd'hui, et que j'espère que nous allons poursuivre ça jusqu'au 11 mai et au-delà, je ne veux pas prendre le risque que demain, la deuxième vague soit plus forte que la première. Ce risque-là, je ne veux pas le prendre, et je pense qu'aucun de nos compatriotes ici ne veut le prendre. Aucun. Alors, est-ce qu'on peut dire que nous faisons partie de cette zone prioritaire de déconfinement? On est classé, vous le savez, depuis cet après-midi en vert. Oui. Donc ça veut dire qu'on a déjà le passeport pour commencer à libérer dès le 11 mai. On en aura la confirmation le 7 mai. Ça veut dire qu'il faut tenir encore presque une petite semaine. Il faut donc, je vous rappelle les critères, il faut que dans les 7 jours qui ont précédé la date donc, du 7 mai, il n'y ait pas une explosion des cas. Il faut aussi que nos lits de réanimation ne soient pas embolisés. Et puis, il faut aussi qu'on soit monté en gamme par rapport aux tests. Donc ça, ces critères-là, nous devons et nous devrons les surveiller jusqu'au 7 mai, mais aussi au-delà du 7 mai, parce que chaque fois, ce sont des indicateurs qui sont extrêmement importants et qui pourraient conduire, je le répète, qui pourraient conduire à un moment à ce qu'on dise « il faut reconfiner ». Prenez l'exemple de l'Allemagne, pays qui était avec un trend très favorable. J'ai ma fille aînée y habite, donc j'ai beaucoup échangé avec elle, puis je suis un petit peu allemand, donc je regarde chaque fois ce qui s'y passe. Il y avait une grande sérénité, parce qu'il y a une grande discipline aussi des Allemands. Il y a aussi un élément qu'on oublie toujours de dire, c'est que les Allemands prennent quasiment pas d'antibiotiques. Donc ils avaient peut-être moins de sensibilité aussi et une forte résistance par rapport au virus. Mais toujours est-il que l'Allemagne a décidé très vite de déconfiner, et qu'elle est en train aujourd'hui de revenir en arrière après une flambée cette semaine des cas. Donc voilà, ce stop and go, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à la plage, que ça ferait du bien, voilà. Mais imaginez une seule seconde ce stop and go dans la tête des gens par rapport à ce qu'ils ont
souffert, oui, subi ces 8 dernières semaines, et qui les amènerait à recommencer un confinement avec une durée qui ne serait pas définie. Donc je ne peux pas me permettre, là où je suis, dans les fonctions qui sont les miennes, de faire prendre le moindre risque aux Guadeloupéens, et puis chacun d'entre nous est responsable aussi de ça. Pour ça qu'il faut accepter des contraintes, qu'il faut accepter, là peut-être encore, on regardera, au bout d'une semaine, 2 semaines, je suis prêt à regarder par rapport à l'accès à la mer. Pas à la plage, c'est pas la même chose. Je peux comprendre qu'on ait envie de faire un sport individuel, puisque c'est désormais, ça sera possible à partir du 11 mai, qu'on aille nager, qu'on aille faire de la planche, ça je peux l'entendre. Mais de grâce, laissons-nous encore un petit peu de temps pour être sûr qu'on ne prend pas des risques qui pourraient être vraiment à la fin très dommageable pour la population. Alors les 3 principes de la stratégie nationale annoncée par le Premier ministre aux députés, c'est vivre avec le virus. Il dit agir progressivement et il dit aussi adapter localement. Alors il y a un triptyque, protéger, tester et isoler. Alors quand il dit adapter localement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en phase, quand vous regardez ce qui se passe, d'adapter au niveau de la Guadeloupe? Et à quel niveau? Alors d'abord, je rappelle que nous avons déjà adapté. Il y a plein de mesures que j'ai prises pour aller au-delà des mesures qui avaient été préconisées au niveau gouvernemental. J'en avais le droit, naturellement, je ne fais pas des choses illégales, et qui ont permis, je crois, qui ont joué, j'en suis persuadé quand même, un rôle dans la guerre que nous avons menée collectivement contre le virus. C'est un peu pour ça que le sondage Calista dit que celui qui a mieux géré la crise, c'est vous? C'est pas moi. C'est une équipe. À 64%? Oui, mais c'est une équipe. Et puis l'important, c'est qu'on arrive collectivement, là aussi, avec la région, avec le département, avec les collectivités, avec qui je suis en contact tous les jours, avec l'ARS, naturellement, avec qui nous formons un binôme, là aussi, sur cette crise sanitaire. C'est un travail collectif. Après, moi, je ne suis pas dans les chiffres, je suis dans le travail. Donc, je reviens là sur cette notion d'adaptation, le couvre-feu. Le couvre-feu diurne pendant les 3 jours de Pâques, et Dieu sait si c'était difficile, Dieu sait si ça a été compliqué, mais Dieu sait si ça a été aussi réussi. Je crois qu'on ne peut que se féliciter et remercier, parce que vous voyez aujourd'hui, on avait le risque 15 jours après Pâques de se retrouver avec une propagation et une explosion du virus, et là aujourd'hui, je touche du bois, on est plutôt dans quelque chose qui semble plus maîtrisé. La question des plages, la question des marchés. Voilà, sur plein d'éléments, j'avais déjà des pouvoirs de dérogation. Et ces pouvoirs de dérogation, je les aurai de la même manière dans le cheminement vers le déconfinement et dans le déconfinement. Donc, je dois aussi, vous l'avez dit, avoir cette déclinaison locale en relation avec les élus locaux. C'est les échanges que nous avons, mais de la même manière que je l'avais eu pour les dérogations pendant le confinement. Je vous rappelle que, par exemple, le couvre-feu, c'est 5 maires qui avaient décidé de ce couvre-feu, l'un derrière l'autre. Ils ne pouvaient pas prendre cet arrêté, c'est moi qui l'ai pris pour eux. Et puis après, à un moment, nous avons eu une réunion où je les avais tous, et je leur ai dit, bon, j'ai décidé de généraliser ce couvre-feu. Et tout le monde a suivi. Et aujourd'hui, j'ai eu hier, pas plus tard qu'hier, une réunion avec les présidents de PCI, qui sont aussi des maires, par ailleurs, et j'ai remis ça sur le tapis. J'ai dit, bon, et le couvre-feu? Et ils m'ont dit, le couvre-feu, il faut le garder. Peut-être l'adapter, on verra, peut-être le raccourcir. Il faut le garder jusqu'à quand? L'idée, pas jusqu'à quand, c'est là, dans les premiers temps, en tout cas, il faut continuer à marquer ce fait que nous vivons une crise sanitaire sans précédent, et que relâcher là aussi d'un coup risquerait d'avoir des effets qui pourraient être de nouveau très dangereux pour l'avenir. Donc voilà, on va regarder chacun des items, le couvre-feu, les marchés, la plage, la question de la quatorzaine imposée. C'est celle qui est sans doute la plus compliquée, qui n'existe pas ailleurs. Encore une fois, elle n'existe qu'à La Réunion, qu'en Martinique et ici. Donc on a fait des choses dures, très dures. J'en ai vraiment conscience. Liberticides, je le dis aussi clairement, privatives de liberté, et qui sont, je crois, aujourd'hui, en tout cas, elles montrent leur effet.
Et il ne faut pas passer de tout au rien. Ça, c'est surtout ça le message que je veux faire passer, c'est qu'il va falloir là aussi desserrer cet étau lentement. En tout cas, le Premier ministre nous a donné des étapes. Il y a le 11 mai, il y a le 2 juin, il y aura après juillet, août pour les grands événements. Voilà, on sait qu'on aura ces étapes-là et qu'en fonction, parce que c'est toujours ça qui décidera de notre action, en fonction de la situation sanitaire, où est-ce qu'on en sera à tel moment, nous devrons prendre telle ou telle décision. Alors au-delà de l'aspect sanitaire, le Premier ministre dit aussi que le confinement prolongé aura des effets gravissimes. Il a bien dit gravissimes, donc ça veut dire que gravissime sur l'économie. Et la santé. Et la santé aussi, d'abord, pardon, mais on le voit bien, nous avons des urgences, alors ça va un petit peu mieux là depuis cette semaine, mais qui marchaient au ralenti. Nous avons une baisse du nombre d'AVC terrible. Concrètement, les gens ne voulaient plus venir à l'hôpital. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils avaient peur d'attraper le coronavirus, oui. Et autre chose, ils avaient peur d'emboliser le système parce qu'ils pensaient qu'il était embolisé par le coronavirus et que l'énergie de tous les soignants était consacrée. Et donc là, on voit bien, et c'est un appel que je lance, alors je ne suis pas le DG de l'ARS, mais je le lance quand même parce que les médecins aussi le lancent, c'est-à-dire il faut que les malades, les personnes qui ont des pathologies voient leur médecin, se fassent suivre aussi à l'hôpital parce qu'on risque d'avoir un retour de bâton très très fort après ces 8 semaines de confinement de personnes qui n'auraient pas suivi leur traitement ou qui n'auraient pas osé aller chez le médecin pour pas déranger. Vous voyez tout ça. Et ça, c'est important. Deuxième impact sanitaire, c'est un impact psychologique, c'est clair. C'est clair. Certains, on dit en allemand, on a le plafond qui vous tombe sur la tête à rester pendant 8 semaines dans votre appartement. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens ici qui ont la chance d'avoir des maisons avec des jardins, mais il y a aussi des gens qui ont des appartements et des petits appartements. Et rester dans ces appartements, ça peut être par la chaleur et tout, c'était quelque chose qui était sans doute extrêmement difficile. Je l'ai dit aussi sur ce plateau, et je l'ai redit l'autre jour, puisque nous avons des chiffres quand même inquiétants sur les violences intrafamiliales, sur les violences conjugales qui ont augmenté respectivement de 25 et de 29% en zone gendarmerie et en zone police. C'est énorme. C'est énorme, surtout quand on sait déjà que malheureusement la Guadeloupe se caractérise par un nombre important de ces violences. Et ça, c'est une augmentation par rapport au mois d'avril 2019. Vous voyez, donc c'est dur parce que ce sont des enfants, ce sont des femmes, des hommes aussi, de manière plus minoritaire, mais qui sont victimes aussi de cet enfermement et qui peuvent vraiment en souffrir. Donc ça, il faut qu'on en soit conscient. Et d'une manière générale, j'en arrive à la conclusion, ce confinement, il ne peut pas durer ad vitam aeternam, parce que c'est malsain, et c'est malsain aussi pour notre économie, parce qu'on a une économie qui est à l'arrêt dans plein de secteurs. Qui était déjà fragile. Je ne suis pas d'accord avec vous. Là, au contraire, dans certains secteurs, je pense en particulier au secteur touristique, la saison était une saison comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Les indicateurs macroéconomiques de la Guadeloupe, je vous le rappelle, ils étaient bons. Nous avions une baisse du chômage, nous étions la première région de France en taux de baisse du chômage sur l'année 2019-2020. Pour les petites entreprises, on ne peut pas dire que la situation était florissante. 90% de notre tissu économique est formé de petites entreprises, mais petites entreprises qui sont parfois tirées par les grandes. Il y a une imbrication très forte. Le secteur touristique, c'est naturellement les hôtels, mais c'est aussi le chauffeur de taxi, c'est aussi le pressing, c'est aussi le petit restaurant qui est à côté, c'est aussi toute la chaîne qui est derrière. Et naturellement, on le voit aujourd'hui, on a un impact très très fort sur l'économie. Et donc, il ne faut pas que ce confinement dure. Parce qu'il ne faudrait pas que... Et on le voit aussi aujourd'hui, moi en tout cas je le vois dans les sorties que j'ai faites cette semaine ou la semaine dernière sur la plateforme de la Croix-Rouge, les échanges que j'ai pu avoir avec eux, nous avons avec cette crise une émergence et on voit des gens qui sont en très très grande précarité qu'on ne voyait pas obligatoirement avant.
Je l'échangeais avec la présidente du conseil départemental encore ce matin, elle faisait le même constat. Des gens, souvent des familles monoparentales, avec une femme qui travaillait un petit peu, qui jobait un petit peu et qui essayait de se débrouiller. Et puis là, elle se retrouve sans job et elle se retrouve à avoir faim. Donc voilà. concrètement, c'est une question que ça, vous poser d'ailleurs. Bien sûr, c'est quelque chose. De précarité, c'est un effet aussi, et il ne faut surtout pas que ce confinement, que cette crise dure, parce que ça va avoir des effets sur. Voilà, on ne peut pas se permettre en Guadeloupe d'avoir des gens qui ont faim. Donc ça, ce sont tous les effets collatéraux de cette crise sanitaire sans précédent, je le rappelle quand même, mondiale, qui nous touche. Historique selon le Premier ministre. Oui, historique, parce que je pense qu'on n'en a jamais eu comme ça dans l'histoire, si ce n'est revenir aux grandes pestes du 14e et du 15e siècle, mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'unique, d'historique, et il faut qu'on en sorte. Mais j'insiste bien, ne sortons pas de manière brutale et rapide en prenant le risque d'un retour de bâton qui serait vraiment très compliqué à gérer, y compris, on a parlé beaucoup de psychologie, y compris psychologiquement pour chacun d'entre nous qui serait obligé de... C'est Sisyphe, on est descendu et on est obligé de remonter complètement la colline et ça serait intolérable. Donc soyons prudents collectivement. Je reviendrai avec vous d'ici quelques instants pour d'autres questions. Nous marquons une courte pause. Voilà, nous revenons avec notre invité. Nous avons ce soir en plateau le préfet de Guadeloupe, Philippe Gustin. Nous poursuivons au niveau de cet échange. Alors, le Premier ministre, et nous resterons sur cette feuille de route, disait que d'ici le 11 mai, il y aura à peu près 700 000 tests de réalisés sur le territoire français. Alors, pour la Guadeloupe, ça sera combien? On espère arriver à 1500, entre 1200 et 1500. Jour, oui. Avec quand même quelques limites à cet exercice. Aujourd'hui, on en fait à peu près 300. Enfin, on sait en faire 300. Et c'est là que je vais être quand même prudent. C'est que faire un test, il faut le matériel et tout, donc ça, jusque-là, c'est maîtrisé. Il faut les machines pour le faire. Donc c'est là qu'il faut qu'on monte en gamme. C'est pour ça que j'ai réquisitionné aujourd'hui le CIRAD, qui a des machines qui permettent aussi de faire ces tests. Et puis, il faut qu'il y ait les gens qui prennent ces tests, des médecins, des infirmières. Et c'est pour ça qu'il faut développer ces drives, ces endroits où on peut faire les tests, parce que faire un test, ça ne se fait pas comme ça. Le Premier ministre disait quand même qu'on va ouvrir et voilà, c'est ce qu'on fait ici. Plus de possibilités dans les laboratoires. C'est ce qu'on fait ici avec les laboratoires de ville, avec, je vous dis, y compris donc des options avec des automates du CIRAD. Voilà, on augmente la capacité et donc voilà, on arrivera à 1200, 1500 tests, mais il faudra aussi pouvoir les faire, c'est-à-dire qu'on ait suffisamment de bras pour faire ces tests. Et puis il faudra surtout aussi avoir suffisamment de gens à tester. Aujourd'hui, on a des publics cibles qu'on essaie de tester. On ne va pas tester toutes les personnes asymptomatiques parce qu'il faut quand même avoir une ordonnance. Il faut quand même aujourd'hui avoir quand même quelques symptômes ou quelques risques, parce que vous avez été le cas contact de quelqu'un qui a développé le virus. Il ne s'agit pas de tester toute la population, parce que si on rentrait dans cette logique-là, il faudrait tester la population chaque jour. Parce que vous pouvez être négative aujourd'hui et vous serez positif demain parce que vous aurez attrapé et développé la maladie. Donc vous voyez que on saura faire. Donc tout est relatif concernant les tests. Oui, c'est pas que tout est relatif, c'est que comme pour le reste, je le dis tout le temps, chaque fois on gagne une semaine ou il y a 4 mois on ne savait rien sur ce virus. Et il y a encore des zones d'ombre, et de nombreuses zones d'ombre. Une zone d'ombre qui est quand même capitale, parce qu'elle aura des incidences non négligeables sur la suite, y compris pour notre Guadeloupe, par rapport aux cas importés, aux personnes qui vont arriver de l'extérieur. C'est pas parce que vous avez développé la maladie qu'on n'est pas sûr que vous allez l'avoir de nouveau, que vous n'allez pas être de nouveau contagié. Donc les rechutes, on ne sait pas. On ne sait pas.
Voilà, alors, il y a très peu de cas, mais donc on doit être extrêmement prudent et de nouveau, mais ne pas prendre de risques. Et j'entends bien par rapport au contrôle, si on reprenait les liaisons aériennes et maritimes, j'entends toutes les bonnes idées de dire il faut prendre la température. Oui, prendre la température de tous les gens qui arrivent. Ok, je prends du Doliprane, j'ai plus de température. Je suis asymptomatique, j'ai pas de température. J'ai un rhume, j'ai de la température, mais j'ai pas le Covid. Donc vous voyez, rien qu'avec ces 3 exemples, je vous montre que c'est pas fiable en soi. Donc c'est là-dessus qu'il faut, par rapport aux tests, faire des progrès. Il faut faire des progrès sans doute demain aussi par rapport aux tests sérologiques qui sont aujourd'hui pas fiables du tout, mais qui le deviendront peut-être avec le temps et qui permettront d'avoir le marquage dans votre sang du fait que vous avez été en contact avec ce virus. Mais de nouveau, il faudra avoir la certitude aussi que vous ne pouvez pas de nouveau attraper la maladie ou être de nouveau contagieux. Alors il y a aussi un autre aspect parce que le conseil scientifique dit que le modèle épidémiologique prévoit qu'il y ait 1000 à 3000 cas jour d'ici après le 11 mai. Il y a de quoi être inquiet quand même. Oui, il y a de quoi être inquiet parce que c'est ce que a dit le Premier ministre et que vous avez repris tout à l'heure. Il faut apprendre à vivre avec ce virus. C'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, dans un territoire comme le nôtre, si nous devions avoir de nouveaux cas et en particulier si nous avons un territoire qui est redevenu à peu près clean et que les cas que nous avons sont essentiellement des cas importés, il faudra très vite isoler les cas contacts. C'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être, on a oublié ça, c'était la stratégie qu'on avait en phase 1, tout au début de la maladie. On avait une personne et très vite, on essayait d'avoir l'ensemble des cas contacts que cette personne avait pu rencontrer, naturellement sa famille, ses amis, les gens avec qui elle travaillait, puis on essayait de les isoler, de les repérer, de les prévenir, de les tester aussi. Et donc, l'idée, ça serait de revenir aujourd'hui à cette stratégie de manière plus amplifiée, d'avoir des brigades à la recherche des contacts, d'avoir même... Vous savez que ça fait débat. Le Premier ministre a dit que ça serait débattu aussi au Parlement des applications qui permettraient de voir toutes les personnes. Les élus ne sont pas d'accord. Voilà, les élus ne sont pas d'accord, mais c'est pour ça que ça a été. Mais vous voyez jusqu'où on peut aller et qu'on ait ce suivi, cet isolement. C'est le 3e item, isoler les personnes positives, isoler les personnes avec des cas contacts. Voilà, c'est tout ce travail qu'il faudrait faire. Mais vous voyez qu'il est extrêmement laborieux et qu'on doit, c'est quand même la conclusion de tout ça, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre, peut-être encore longtemps, avec ce virus. Peut-être plus si longtemps, là aussi, comme on ne le connaît pas. Il peut peut-être aussi disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Ça fait partie des théories qui sont aussi avancées. Mais en tout cas, pour l'instant, il est là. Pour l'instant, il tue. Il y a des gens qui tombent malades, et on a qui contaminent les autres. l'impression qu'ils s'installent au lieu qu'ils puissent s'en aller. Ouais, enfin, sur la Guadeloupe, on est plutôt dans une logique pas forcément la Guadeloupe, mais on a l'impression. Mais la Guadeloupe encore une fois, la Guadeloupe est plutôt protégée parce que nous avons. Elle est à la fois protégée. Le soleil, parce que nous avons le soleil. Ça, c'est toujours votre théorie. C'est pas la mienne, c'est une théorie avancée par moi. Je crois qu'elle n'est pas complètement avérée, mais pourquoi pas. La Guadeloupe, elle est à la fois protégée parce qu'on a mis en place toutes ces mesures très dures, très coercitives, très liberticides, etc., qu'on pourra me reprocher au moment où on fera mon procès après tout ça. On vous l'a déjà reproché. Oui, on me l'a déjà reproché, mais c'est pas grave. Encore une fois, j'essaie d'avancer. Et elle est à la fois plutôt protégée là aujourd'hui grâce à tout cela, mais elle est aussi extrêmement vulnérable. Extrêmement vulnérable. Je vous répète, si nous revenons dans la vitesse de croisière avec 5-6 avions qui arrivent par jour, avec 500 personnes, ça fait 3000 personnes qui débarquent tous les jours à l'aéroport. Et ces 3000 personnes, alors qu'aujourd'hui, vous savez, sur une quinzaine, nous avons 285 personnes qui sont en quatorzaine dans un lieu dédié, dans les hôtels. Vous voyez, pour 14 jours, 285 personnes. Et Dieu sait si c'est compliqué. Dieu sait si c'est difficile. Qu'est-ce qui est compliqué ? C'est compliqué parce que, d'abord, c'est toujours dur de priver des gens de liberté. C'est toujours dur aussi parce que nous avons voulu faire les choses, j'espère, correctement, et pas simplement mettre des gens dans une chambre d'hôtel fermée puis revenir 14 jours plus tard. Nous avons toute une infrastructure que nous avons mis en place
et des partenaires de la sécurité civile, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit la protection civile, que ce soit une association de Basse-Terre qui sont là avec nous et qui accompagnent pour des questions de logistique, une sorte de conciergerie dans l'hôtel, qui vont chercher les colis, qui vont chercher les médicaments, qui vont chercher les choses. On a un accompagnement médical, y compris avec des psychologues, parce que voilà, rester 14 jours dans son pays en ne pouvant voir ni personne ni sortir, c'est quand même compliqué. Donc pour les 285 personnes qui sont aujourd'hui dans les 3 hôtels actuels, c'est à peu près une centaine de personnes qui sont mobilisées. Vous voyez le ratio ? 285, 100 personnes qui sont mobilisées H24, puisqu'on a des gens qui sont là H24, il faut aussi la nuit qu'il y ait du monde. Donc vous imaginez, si j'avais chaque jour 3000 personnes qui arrivent, avec la meilleure volonté du monde, nous n'arriverons pas à leur faire faire les 14 heures. Comment faire pour qu'il n'y ait pas, par exemple, de touristes qui arrivent, qu'il n'y ait pas ce flot de personnes qui débarquent en Guadeloupe? Comment pensez-vous faire concrètement? La première des solutions, c'est de tarir le flux, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas 6 avions par jour. Là, aujourd'hui, on est sur un rythme de 2 vols par semaine. Les compagnies aériennes ne voilà, vont ben oui. Mais vous voyez, on va se retrouver très vite dans l'arbitrage entre l'économique et le sanitaire. Qu'est-ce qui doit primer? Je vais vous donner vraiment mon sentiment. Les vols, les liaisons aériennes, elles sont en particulier fondamentales pour notre industrie touristique. Les hôtels de Guadeloupe fonctionnent à peu près, je crois en moyenne, 13-14% avec les Guadeloupéens. Ça veut dire que 85-87%, ce sont des touristes qui viennent là. Donc l'industrie touristique et tout ce qui en découle, ce que je vous disais tout à l'heure, ne redémarrera réellement que quand les liaisons aériennes et maritimes seront reconduites. Aujourd'hui, doit-on prendre le risque, aujourd'hui, ou le 11 mai, ou début juin, puisque je crois que juillet, août, les que la plupart des compagnies aériennes souhaitent redémarrer aux alentours du 12 juin. Vous avez comme moi sans doute reçu de la publicité et des offres promotionnelles. Est-ce qu'on doit prendre le risque de rouvrir l'ensemble des vannes là, maintenant, en juin, pour se retrouver en juillet ou en août ou début septembre avec une grave crise qui nous conduirait à faire un confinement, je fais déjà de la politique fiction, qui nous conduirait à faire un confinement jusqu'au mois de novembre ou décembre, au moment même où normalement notre campagne touristique débute. Vous voyez, moi je fais ce pari, je me dis je préfère tenir encore et verrouiller un maximum pour être sûr qu'on ne prend pas de risque à la fois en interne et à la fois avec les cas importés en rouvrant trop vite les vannes, pour assurer au moins que la saison qui démarrera comme d'habitude fin octobre et début novembre puisse se dérouler dans les meilleures conditions, parce qu'il faudra que cette saison elle marche du feu de Dieu pour rattraper le chiffre d'affaires qui n'aura pas été fait là au cours de l'année 2020. Vous avez souvent dit sur ce plateau, je n'ai pas peur. Aurez-vous ce courage de verrouiller pour le mois de juillet, pour le mois d'août? Alors je ne suis pas seul à décider là-dessus. Ce sont des mois phares. Je suis pas le seul. Je sais très bien parce que, pardon, vous l'avez évoqué à demi-mot, mais je le mets sur le tapis. Là, nous avons selon les estimations, entre 2500 et 3000, 4000 étudiants guadeloupéens qui veulent rentrer au pays, qui sont en métropole, mais qui sont aussi partout dans le monde. Il y en a beaucoup aussi au Canada, vous le savez. Il y en a aussi grâce à Erasmus. J'entendais l'autre jour sur une chaîne concurrente, il y a tous les jours le Guadeloupéen confiné à une jeune fille au Kazakhstan, une autre jeune fille en Roumanie. Voilà, donc ça, c'est la réalité de notre globalisation d'aujourd'hui. Je vous rappelle ce que je vous disais ici la première fois. Cette maladie, c'est le prix à payer aussi de la globalisation. Elle est là. C'est une maladie aussi globalisée. Donc nous aurons aussi les affinitaires, les congés bonifiés, ceux qui reviennent en général en juillet-août au pays pour revoir leur famille. Et là, va se poser la question, oui,
Et j'aurai le courage, moi en tout cas, j'ai le courage aujourd'hui de vous dire que pour protéger la Guadeloupe, pour protéger ses habitants, il faudra réfléchir à la manière, par exemple, de gérer le retour de ces étudiants. Je vous ai dit que je ne serais pas en capacité. Retour ou non-retour. On peut envisager ce retour à condition de mettre en place des quatorzaines, mais qui soient faites avant le départ, avec un contrôle juste avant de partir, et puis ici un suivi à la maison qui permette de s'assurer que dès à la moindre alerte, il y ait le signalement qui soit fait. Parce que je vous rappelle quand même une chose, avant de passer au confinement forcé dans les hôtels, pendant 15 jours, j'ai fait confiance. Je dis j'ai fait confiance aux personnes qui débarquaient ici, à Pointe-à-Pitre, qui s'engageaient sur l'honneur à résider dans une adresse qu'ils nous indiquaient, en nous donnant un téléphone. J'ai prévenu les maires, etc. Et tout. 30% des gens ont disparu dans la nature. La confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, on a fait les deux. Et vous voyez, quand c'était 50 personnes par avion, et 30%, ça faisait à peu près 15 personnes qui disparaissaient. C'est beaucoup, parce qu'une seule personne peut en contaminer une dizaine, une vingtaine, une trentaine par effet ricochet. Mais là, aujourd'hui, quand j'ai des avions avec près de 200 personnes, je ne peux plus se permettre ça. Et si demain, nous avons 3000 personnes qui débarquent tous les jours, nous ne pourrons pas faire ça. C'est pas qu'on ne peut pas se le permettre, c'est qu'on ne pourra pas le faire. Donc voilà, il va falloir trouver les voies et moyens, en tout cas pour les étudiants. Moi je souhaite qu'on y réfléchisse, et nous avons échangé hier en particulier avec les parlementaires qui sont très soucieux de ça, parce qu'on a des jeunes aussi guadeloupéens qui ont des difficultés, là où ils sont, qui ont plus de bourses, qui ont plus de logement, qui ont plus de restos universitaires, tout ça, je suis bien conscient de ça, et donc il faut trouver des solutions, mais il faut que nous trouvions ces solutions pour, c'est quand même la priorité, ne pas prendre de risques sanitaires, c'est quand même aussi notre objectif commun, ni pour eux ni pour leur famille. Deux, répondre à ce souci de vouloir revenir au pays pour ces jeunes. Et il va falloir l'organiser, je pense, de manière intelligente pour qu'on ne prenne pas de risques collectifs, ni pour eux, ni pour leur famille en rentrant. Maintenant, parlons de l'ouverture des écoles. Et vous êtes attendu là-dessus, puisque on a vu depuis quelque temps des commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, où les gens disent oui, il ne faut pas envoyer vos enfants à l'école, tout n'est pas en place pour que les enfants soient en sécurité. Alors concernant ce volet, que dites-vous? Qu'est-ce qui va être mis en place en Guadeloupe? Je dis que ce volet est sans doute l'un des plus complexes, parce que tout ce qui touche aux enfants, à nos enfants, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. On ne veut pas faire prendre de risques à nos enfants. Pour autant, je dis aussi tout le temps, parce que je suis un ancien enseignant et que viscéralement je le suis un petit peu resté, l'école c'est la vie. Quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie d'une manière normale, il n'y a pas de vie économique non plus, parce que le lien est quand même très très fort. Et donc il faut répondre à un paradoxe, enfin plusieurs paradoxes. Le premier, c'est qu'il faut naturellement prendre aucun risque en termes sanitaires, ni pour la santé des enfants, ni pour la santé de leurs parents, ni pour la santé des enseignants, ni pour la santé des personnels, des collectivités qui travaillent dans les écoles. Deuxièmement, on a un critère pédagogique. Nous avons aujourd'hui des enfants qui n'auront pas eu école pendant 8 semaines, mais vous vous souvenez peut-être qu'avant ces 8 semaines, il y avait aussi des grèves qui ont fait que parfois, depuis début décembre, il n'avait eu que 15 jours d'école. Donc, pour dire bref, c'est une année scolaire qui a été quand même très 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 chaotique, et donc où on va avoir des problèmes. Et là aussi, c'est l'ancien enseignant qui parle. Je veux bien qu'aujourd'hui, on soit capable, avec les technologies modernes, les tablettes et compagnie, de faire de l'enseignement à distance. Pour autant, rien ne remplace le lien entre le maître et l'élève, a fortiori quand des enfants ont des difficultés. Donc ça, nous avons un nombre de décrocheurs, vous le savez, très très important, et il ne faudrait surtout pas qu'on puisse renforcer cette fracture sociale et pédagogique. Troisième critère, c'est le critère social. On l'a évoqué tout à l'heure. L'école, pour certains enfants, c'est aussi la cantine. Un des seuls endroits où ils peuvent avoir un repas chaud le midi. L'école, c'est aussi le moyen d'échapper parfois à des violences ou à
une pression familiale, parce que ça... Voilà, on a au moins ce temps qui permet de sortir de ça. Je vous ai dit, c'est pour moi un des sujets qui est extrêmement important, ce facteur social. Et puis, en bout de course, il y a une responsabilité. Bien sûr, il y a une responsabilité. Et j'entends les mères qui me disent oui, mais si un enfant tombe malade et du coronavirus, qui est-ce qui va être responsable? Oui. Est-ce que ça va être moi? Alors moi, franchement, là-dessus, nous avons eu une CTAP la semaine dernière. Non, avant, je ne sais plus, en début de semaine, nous en aurons une de nouveau lundi prochain. D'abord, je pense qu'il n'y a pas deux écoles qui se ressemblent, parce qu'il n'y a pas deux communes qui se ressemblent. Et qu'on peut avoir des situations très différenciées en fonction de plein de critères. D'abord, est-ce qu'il y a eu des cas ou pas de cas? Je prends toujours l'exemple des Saintes ou de la Désirade. Est-ce qu'on a des écoles qui sont appropriées aussi pour organiser un enseignement qui prenne en compte les gestes barrières, qui prennent en compte la distanciation? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en capacité d'avoir des classes où on peut accueillir un nombre d'élèves limité? Il ne dit pas plus de 15 élèves. Voilà. Je rappelle aussi une dernière chose, parce que celle-ci, on l'oublie trop. D'abord, les écoles n'ont pas fermé. C'est peut-être une nuance, elles n'accueillent plus d'élèves. Et c'est même une telle nuance que certaines accueillent des élèves. Nous avons tous les jours, ici, en Guadeloupe, ça dépend des jours, entre 60, 80, 100 élèves, enfants de personnel soignant, enfants de forces de l'ordre ou de personnel qui concourent à la gestion de la crise, qui sont accueillis tous les jours, depuis le début de la crise. Ça n'a pas arrêté. Et je remercie d'ailleurs les communes, parce que c'est souvent des écoles primaires, qui ont accepté d'ouvrir leurs écoles pour ça. Donc on sait le faire. Donc moi, ce que j'ai préconisé lors de la dernière CTAP, s'agissant des écoles primaires, qui relèvent de la compétence s'agissant des bâtiments des maires, j'ai souhaité, et je pense que le recteur a fait le nécessaire, qu'il y ait des échanges qui soient faits entre les inspecteurs de l'éducation nationale, les directeurs d'école, les maires, pour que quasiment école par école, on regarde ce qui peut être fait, avec naturellement des préalables. Quels sont ces préalables? C'est qu'il y ait eu naturellement un nettoyage complet des locaux. C'est normal aussi, après 6 semaines, c'est le minimum. Qu'il y ait, je vous dis, tous ces gestes et cette distanciation qui soient organisés à la fois dans la classe, mais aussi dans des fonctions annexes. On parlait de la cantine tout à l'heure, on parlait de la cour de récréation. Comment est-ce qu'on organise cela? Et je pense, sincèrement, que je l'entends. Et j'ai des maires au téléphone, on en discute, et l'autre jour déjà lors de la CTAP, c'était patent, il y a certains maires qui se disent, bah oui, parce que aussi souvent, ils ont ces classes encore ouvertes pour les enfants des personnels soignants, bah oui, étendons un petit peu les choses. Ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas un retour en classe généralisé, global. Sur la base du volontariat. Voilà, ça sera sur la base du volontariat. Volontariat des parents, des enseignants, enfin volontariat de qui? Les enseignants, ils sont quand même censés travailler. Hein. D'ailleurs, ils n'ont jamais arrêté de travailler puisqu'ils ont fait aussi, pendant toute la période de la crise, la plupart de l'enseignement à distance. Oui. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut construire. Je crois, moi, beaucoup au travail de terrain, un peu mon métier, et donc c'est cette relation que chaque maire va avoir avec l'inspecteur de l'éducation nationale, avec ses directeurs d'école, avec ses personnels aussi de mairie, parce qu'il y a des personnels aussi à la fois dans les écoles maternelles, vous le savez, mais aussi le personnel en charge du ménage, etc. et tout, parce qu'il va falloir aussi avoir cette approche sanitaire des choses, hein, ce nettoyage régulier, etc. des classes, avoir aussi des réponses sur les questions des masques. Je pense que ça a été tranché, hein, pas de masque pour les petits, parce qu'on voit que c'est pas très clair. Obligatoire au collège. Mais alors voilà, obligatoire au collège, et puis pour les enseignants qui le souhaiteront. Voilà, donc tout ça doit se travailler, et ça se travaille aujourd'hui. Hein, je sais que le recteur m'en parlait encore tout à l'heure. Il y a tous ces échanges qui sont faits sur le terrain, parce que la solution, elle viendra du terrain. Et petit à petit, je crois qu'on va réussir à faire en sorte que des enfants, et sans doute ce que je souhaite, moi, c'est les enfants les plus fragiles, ceux qui ont le plus de difficultés, qui ont peut-être été plus difficilement, ont eu plus de mal à suivre l'enseignement à distance. Vous voyez qu'on puisse au moins pendant ces quelques semaines,
c'est vrai. Encore une fois, j'ai été enseignant. 15 jours, 3 semaines, c'est pas beaucoup, mais en 15 jours, 3 semaines, on peut peut-être faire ce rattrapage qui permettra aussi en septembre de recommencer une année scolaire sur de bonnes bases. Alors justement, lorsque les mères disent si un enfant a un problème ou même un enseignant a un problème, qui sera responsable ? N'ont-ils pas quand même raison de se poser la question, de s'interroger là-dessus ? Oui, la responsabilité, elle est toujours cherchée quand, dans une logique contentieuse. Et pour autant, vous savez, les maires, ils sont responsables de tellement de choses. Ils sont malheureusement habitués à devoir supporter des choses qu'on leur reproche, y compris devant un tribunal. Hein. Donc là-dessus, je crois qu'il faut sécuriser, il faut rassurer, il faut organiser les choses en apprenant à vivre avec ce virus. Voilà, c'est ce Il faut quand même dire aux maires qu'ils seront responsables s'il y a un problème, puisque quand on lit le Code général des collectivités territoriales dans l'article L 2212-2, bravo, vous connaissez mieux votre CGCT que moi. Allez-y. Donc, il est dit effectivement que c'est le maire qui est responsable dans ces cas-là. Mais oui, encore, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils ont peut-être raison d'être frileux en la matière. Mais bien sûr, mais encore une fois, je l'ai dit aussi sur votre plateau une autre fois, ce qui est fondamental dans cette crise, c'est qu'elle fait appel à quelque chose qui est irrationnel, c'est la peur. Voilà, nous avons tous peur, parce que nous voyons cette maladie inconnue, nous voyons ces morts, nous voyons ces malades, et ça interpelle, et ça fait peur, et on a tous peur pour nous, on a peur, je l'ai dit tout à l'heure, pour nos enfants, on a peur pour nos aînés. De porter la responsabilité aussi. De porter la responsabilité aussi, la transmission. Oui. Vous voyez, l'autre jour, je voyais des gens qui étaient venus pour la quatorzaine et qui m'expliquaient, la protection civile m'expliquait, il y a une dame qui est là et qui est très très mal parce que sa maman est décédée. Et elle est décédée du coronavirus et c'est vraisemblablement elle qui lui a transmis. Vous voyez, cette responsabilité est énorme. Elle est énorme. Je l'entends, hein, je la comprends. Mais nous savons aujourd'hui quand même, lentement mais sûrement, de plus en plus de choses sur cette maladie. Nous savons comment faire en sorte, là par exemple, nous parlons, nous sommes à 3-4 mètres de distance, nous ne risquons pas de nous contaminer. C'est vrai que c'est compliqué dans un contexte scolaire, je l'entends bien. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Il faudra aussi dans les prérequis, c'était d'ailleurs ce prérequis qui m'avait incité à fermer les écoles alors que nous avions que 2 cas. Et on me disait, mais pourquoi le préfet veut fermer les écoles alors qu'il n'y a que 2 cas en Guadeloupe? On avait la possibilité de déroger et d'attendre. Il y avait des échanges d'ailleurs avec Paris. Est-ce que vous voulez fermer? Est-ce que vous ne fermez pas? Et j'avais dit, moi, il y a un problème. Hein. Le leitmotiv, le principal geste barrière, c'est qu'il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon régulièrement. Et donc, s'il n'y a pas d'eau dans quelques-unes des écoles, on le sait bien, on va avoir un problème avec ces gestes barrières. On arrivera sur ce problème d'eau. Ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre sur le tapis. Mais vous voyez bien que ces choses-là, il faut qu'elles soient mises sur le tapis, non pas au niveau, encore moins du préfet ni du recteur et tout. Il faut qu'elles soient mises sur le tapis au niveau local, ville par ville, commune par commune, école par école, parce que c'est pas la même chose d'organiser cet accueil des élèves dans des bâtiments qui peuvent être vétustes et petits, machin, et dans des écoles comme nous en avons heureusement beaucoup en Guadeloupe, qui sont plus aérées, où il y a moins d'élèves par classe. Voilà, donc ça, je fais confiance moi à l'intelligence du terrain, à l'intelligence naturellement des maires, des enseignants, des inspecteurs de l'éducation nationale. Je suis un ancien inspecteur de l'éducation nationale, je connais cette responsabilité de ce métier-là pour convaincre, organiser, ne pas prendre de risques, parce que le premier critère, je vous l'ai dit, c'est le critère sanitaire. Monsieur le préfet, permettez, avant de marquer la deuxième pause, que je vous raconte une petite histoire. Ça ne va pas être très long sur la responsabilité. Il y a pas très longtemps, le maire de la commune de Gourbert a eu à faire face à une responsabilité. Sur son territoire, il y avait des chiens errants qui ont attaqué un troupeau de cabris et de moutons. Le propriétaire donc a porté plainte et le maire a été condamné. Oui, à 50 000 € d'amende. Heureusement qu'il y avait une assurance qui a pu payer, mais il était dubitatif parce qu'il pensait
qu'il n'était pas responsable. C'était sa responsabilité. Mais alors qu'il n'avait pas nourri les chiens errants, il ne les avait pas mis là non plus, mais c'était quand même de sa responsabilité. Non, mais c'était lui qui devait mettre en place une fourrière dans sa commune pour ramasser. Oui. Voilà, ses responsabilités. Mais vous savez, c'est la même chose avec les préfets, je ne vais pas vous faire pleurer, hein, mais il y a à peu près une soixantaine de préfets qui sont mis en examen aujourd'hui. Voilà. 60 ? Oui. Voilà, nous faisons des métiers. Alors, vous n'avez pas peur en entendant tout cela ? Je vous ai déjà dit, ça ne fait pas partie du logiciel, heureusement. Nous reviendrons avec vous pour la dernière phase de cette émission d'ici quelques instants. On a refait Voilà, nous revenons avec notre invité. Nous aurons à la fin de cette dernière partie à récupérer quelques questions. Alors, il faudra être précis pour que Monsieur le Préfet puisse répondre assez rapidement aux questions qui lui seront posées. Alors, concernant les écoles, on a fait un petit tour, mais il y a un problème qui demeure, le problème de l'eau. Alors, lorsqu'on dit qu'il faut se laver souvent les mains, les enfants ne maîtrisent déjà pas beaucoup ces choses-là. Alors, comment ça va se passer concrètement et surtout, si les enseignants veulent être efficaces, comment se préoccuper de la sécurité des enfants pour qu'ils se lavent les mains, pour qu'ils ne puissent pas, qu'ils gardent les distances et en même temps dispenser les cours. Ça va être vraiment, vraiment très compliqué. Oui, ça va être compliqué. C'est pourquoi il faut agir aussi sur le nombre d'élèves. Hein. Je crois que c'est pas possible 15 de faire élèves. Ça. Voilà, 15 élèves maximum par classe. Et tout ça doit être là aussi modulé aussi en fonction de l'âge des enfants. Hein. C'est pas la même chose si on a des tout petits et si on a des collégiens ou des lycéens. La difficulté avec les petits, c'est que même si je trouve, j'ai dans mon environnement aussi mes petits-enfants que je vois malheureusement pas, si ce n'est par Skype et tout, ils ont quand même très vite une conscience aussi de la maladie, du virus. Ils sont malheureusement pour eux, là, aujourd'hui, complètement cernés par ces questions-là, et ils peuvent être parfois plus pédagogues même que les parents. Ils peuvent apprendre aussi plus vite. Mais ceci dit, vous avez raison, il va falloir là aussi, en premier lieu, avoir de l'eau. Et on a quand même quelques difficultés dans certaines communes, vous le savez bien. Ouais. Comment gérer cela? Est-ce qu'il y aura des solutions hydroalcooliques sur chaque table pour les enfants? Il faudra leur apprendre à s'en servir. Attention, les solutions hydroalcooliques, je ne suis pas la directrice générale de l'ARS, mais je crois qu'il n'est pas bon de recommander des solutions hydroalcooliques pour les enfants, parce que d'abord ça assèche les mains très 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 rapidement, et puis ça peut être dangereux si c'est inhalé, utilisé. Donc non, je pense que la solution c'est l'eau, c'est le savon. Et s'il n'y en a pas? Et s'il n'y en a pas, je pense qu'il faut Il n'y a pas d'école. Moi, je dirais cela, voilà, ou alors on fait en sorte, parce que c'est de plus en plus, qu'on mette des citernes dans les écoles. Hein. On a d'ailleurs une bonne partie qui peuvent être équipées aujourd'hui et qui doivent l'être de plus en plus, parce qu'on ne peut pas, en tout cas, gérer une école sans avoir de l'eau, en tout cas de l'eau domestique, pour pouvoir se laver les mains, utiliser dans les toilettes. Donc ça, c'est un point qu'il va devoir falloir développer, qu'il aurait déjà fallu développer au-delà de la crise. Hein. Cette crise est sans doute un révélateur aussi sur cette question-là. Elle exacerbe en tout cas la crise de l'eau, mais en tout état de cause, il faudra trouver des solutions pour qu'il y ait de l'eau dans chacune des écoles, chacun des établissements scolaires de Guadeloupe. Vous allez vous y atteler? Alors, moi je crois qu'il faut clarifier la situation sur ce que je fais sur le sujet de l'eau. Parce que le terme réquisition fait beaucoup fantasmer. Je ne prends pas le pouvoir, je ne me substitue pas aux opérateurs pour gérer l'eau et l'assainissement en Guadeloupe. J'ai la possibilité de faire cet acte de la réquisition que je vais vous expliquer, qui est quelque chose de très précis juridiquement parlant, pour répondre à une crise. Concrètement, il y a le feu. Il y a le feu aujourd'hui dans certaines communes de Guadeloupe, où je le sais, parce que je reçois tous les jours des messages d'usagers et de ces populations qui peuvent être privés d'eau pendant 2, 3, 4, 5... 12 jours pour certains. Le record, 22 jours. 22 jours. Voilà. Donc cette crise, elle est, encore une fois, pas nouvelle. Elle s'est vraiment complexifiée depuis quelques mois, avant même la crise du coronavirus, en particulier la Riviera du Levant.
et elle est aujourd'hui devenue vraiment insupportable, intolérable. J'ai fait par étapes, je me suis substitué d'abord aux communes pour les contraindre à mettre en place justement ces systèmes alternatifs de citernes. Ça a été fait dans quelques communes, dans d'autres ça l'est moins, et je le regrette. Et je dois aller encore plus loin dans la pression sur les élus pour que les points d'eau qui sont maintenant clairement définis puissent être ouverts au jour indiqué avec les gestes barrières. Il y a des élus récalcitrants? Il y en a, oui, il y en a. Donc aujourd'hui, ce système, de toute façon, n'est pas pérenne. Ce que les gens veulent, c'est avoir de l'eau chez eux, a fortiori quand ils sont confinés. Donc moi, je dois répondre à une crise. J'indique tout de suite ce que je ne peux pas faire, parce que c'est plus facile. Je ne prends pas le pouvoir et je ne suis pas le gestionnaire de l'eau en Guadeloupe à la place des gestionnaires actuels. 2, je ne ferai pas en 5 minutes ce qui n'a pas été fait en 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je dois, moi, éteindre l'incendie. Et je dois l'éteindre aussi avec les opérateurs qui sont là en place. Et donc, je les ai réquisitionnés. Qu'est-ce que ça veut dire réquisitionner? Ça veut dire que j'ai besoin d'eux, à la fois des agents, de leurs moyens matériels et humains, pour mettre en place ce que nous sommes en train de définir avec une mission d'expertise qui est au travail depuis exactement une semaine, un plan de crise, c'est même pas un plan d'urgence, c'est un plan de crise pour éteindre l'incendie. Et donc dans quelques jours, alors, les gens me disent pourquoi encore un plan? On a vu déjà des tas d'experts. Oui. Sur l'eau en Guadeloupe, on a déjà écrit, et c'est vrai, des tonnes et des tonnes de choses. Oui, sauf que la situation, elle s'est encore énormément dégradée. Et qu'aujourd'hui, cet incendie, il faut l'éteindre. Il faut l'éteindre de manière intelligente, pragmatique, rapide, pour revenir, déjà éteindre cet incendie et revenir à la normale. Et c'est quoi la normale? C'est pas très réjouissant. La normale, c'est d'avoir déjà au moins des tours d'eau qui soient respectés, tenus, pour qu'on sache au moins qu'à telle heure on peut avoir de l'eau. Donc en fait, nous étions déjà dans la normale, on va dire. Oui, pour moi, c'est pas la normale. Et puis moi, je souhaite qu'on aille plus loin. C'est-à-dire qu'on a mis en place avec la région, le département et certains des opérateurs un plan d'action prioritaire, vous le savez, pour les années 2018-2020, avec l'objectif, c'était de mettre fin au tour d'eau à la fin de l'année 2020. Ça suppose que nous mettions un gros coup de booster sur ce plan d'action prioritaire et sur le corollaire. Parce que le plan en lui-même ne suffira pas. De toute façon, je vais y venir tout à l'heure, il ne suffira pas à résoudre les problèmes à long terme, mais il faut aussi dans le même temps travailler sur les fuites, la recherche de fuites, la résorption de fuites, et vraiment ce travail-là, il faut que nous le fassions dans les 3 mois qui viennent. Et donc pour ces 3 mois, j'aurai à la fin de la semaine prochaine la feuille de route de ce qu'il faut exactement faire pour avancer sur ces différents sujets. J'aurai en face de cela les financements, parce que ça ne sert à rien de prévoir des choses si on ne sait pas comment on va les financer. Donc avec les différents acteurs, il faut que nous définissions qui va payer quoi. Et puis j'aurai en face, dernière colonne, qui va faire. Ça sera soit les opérateurs, les agents de ces opérateurs, que je serai en capacité de réquisitionner individuellement, Monsieur X, Madame Y, ou ce seront des entreprises que je pourrais aussi réquisitionner, parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises qui ne veulent pas travailler pour les opérateurs parce qu'elles n'étaient pas payées. Donc, c'est ce paquet cadeau global qu'il faut mettre en place, c'est ce plan Marshall qu'il faut mettre en place dans les 3 mois. Ça ne donnera pas, je le dis tout de suite, de l'eau au robinet en permanence, c'est-à-dire comme il faudrait qu'on ait. Ça demandera des travaux beaucoup plus lourds et beaucoup plus longs, sans doute sur de longues années, mais ça permettra au moins d'éteindre cet incendie et de permettre aux gens d'avoir l'accès à l'eau par le biais des tours d'eau, voire mieux si nous arrivons à accélérer. Le président de la République s'était donné 2 ans pour qu'il y ait de l'eau dans les robinets. Il était venu le 27 septembre 2018. Nous avons encore le temps de relever, malgré la crise, de relever ce challenge. Moi, j'y use beaucoup d'énergie avec la toute petite équipe qui est autour de moi, avec les experts qui sont là aujourd'hui. Et je souhaite que chacun, aujourd'hui, sans polémique, sans arrière-pensée politique, électoraliste ou autre, que chacun se mette avec moi au travail. Et je pense que c'est cet esprit qui nous guide là aujourd'hui. J'ai eu la première réunion du comité de pilotage vendredi dernier dans une excellente ambiance.
Nous aurons le premier retour des experts là samedi matin. Nous faisons cette deuxième réunion du comité de pilotage et je vous dis à la fin de la semaine prochaine, nous aurons notre feuille de route. Et une fois que nous aurons notre feuille de route, il faut que chacun s'y mette pour relever ce défi pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Nous récupérons un premier appel de téléspectateurs, une question pour vous. Bonsoir, nous vous écoutons. C'est à moi ? Oui. Oui, bonsoir Monsieur le Préfet. Bonsoir Madame. Voilà, j'appelle concernant le confinement. Pour la mer, j'aimerais savoir s'il y a possibilité d'aller se baigner en respectant les consignes, les distances et en ne restant pas longtemps, 1 heure à la plage. Qu'est-ce qui empêcherait ? Merci Madame. Merci Madame, merci de votre question et je comprends votre question. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on va y arriver. Je ne peux pas vous promettre qu'on y arrive le 11 mai, je peux même vous promettre le contraire parce que je pense, je l'ai expliqué tout à l'heure de manière très, très précise, c'est encore trop fragile pour qu'on puisse ouvrir les plages parce que inévitablement, j'entends bien votre question, elle est très précise, c'est faire du sport individuel tout seul, aller nager au milieu de la mer sans avoir autour de soi quelqu'un, donc vous êtes dans le critère sport individuel à l'extérieur seul. Et pour autant, et je suis sûr que ça sera le cas, nous rouvrons la mer et les plages, nous aurons tout de suite. Vous avez peut-être suivi ça, Madame Boisset, puisque vous suivez l'actualité, ce qui s'est passé en Floride, quand le gouverneur a déconfiné, et tout de suite on avait une foule énorme sur les plages, avec d'ailleurs une résurgence de la pandémie. Donc voilà, ce risque-là, je ne veux pas le faire. J'entends, Madame, vous avez été très très précise dans votre question en disant, en respectant 1 heure, etc. et tout. Oui. Vous le ferez sans doute, mais d'autres vont vouloir faire la même chose et on va se retrouver avec des centaines de personnes sur la plage. Et là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle et dans les jours qui viennent, c'est encore trop tôt. Mais je vous fais la promesse que dès que ça sera possible, nous verrons l'évolution de la maladie et sans doute, je l'espère, avant le 2 juin, nous pourrions rouvrir en tout cas l'activité sportive, nautique, à tous les sports nautiques, que ce soit la plongée, que ce soit la planche. J'espère que nous pourrons le faire le plus rapidement, mais croyez-moi, je ne veux pas vous torturer, mais je veux simplement qu'il n'y ait aucun risque qui soit pris. D'accord. Autre appel, autre question. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô, oui, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais vous demander, je prends l'avion le 19 juillet et retour pour la France. Est-ce possible, comment ça va se passer? Alors vous quittez la Guadeloupe pour aller en métropole, madame. Non, je quitte la France pour venir en Guadeloupe. Le 19 juillet. Alors, oui. Je ne peux pas vous dire, vraisemblablement, je ne sais pas s'il y aura un vol le 19 juillet, mais il y a 2 vols par semaine, aujourd'hui, vous le savez. Je peux vous dire ce qui se passerait aujourd'hui. On est le 30 avril. Le 30 avril, vous seriez soumise à l'arrivée à une quatorzaine, c'est-à-dire pendant 14 jours, vous seriez dans un hôtel pour être sûr de ne pas d'être contaminante là. Le 19 juillet, je ne suis pas en capacité, madame, de vous dire si nous aurons encore cette quatorzaine. Ça dépendra de la situation sanitaire. J'espère que non, parce que je pense que j'espère que tout le monde ira beaucoup mieux, mais je ne peux pas vous le promettre non plus, madame. Il faudra suivre ça en fonction de l'évolution de la maladie. Vous nous appelez de l'Hexagone, madame ? Oui. Voilà. Écoutez, suivez en tout cas toujours les informations sur le site de la préfecture. On vous tiendra au courant si on lève cette quatorzaine. Je vous répète, aujourd'hui vous prendriez l'avion, vous seriez soumise à la quatorzaine. Le 19 juillet, je ne peux pas vous le dire, madame, je ne peux pas vous dire vraiment, je ne suis pas devin. J'aimerais vous dire que tout ira bien et que vous prendrez l'avion sans avoir à respecter cette quatorzaine. Il faudra sans doute, peut-être quand même à ce moment-là, parce qu'on sera peut-être dans la sortie de la pandémie, on va sans doute inventer quelque chose, un passeport sanitaire, le fait que vous ayez peut-être fait un test avant de prendre l'avion. Vous voyez des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est trop prématuré pour vous dire exactement comment les choses vont se passer. Donc moi, je vous incite à vous tenir informé en permanence sur le site de la préfecture, madame.
Merci madame. Merci beaucoup. Merci madame. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, il n'y a pas de tour cycliste de la Guadeloupe cette année, il n'y a pas de tour de voile traditionnel non plus? Alors, le tour cycliste de mémoire, parce que j'en ai déjà fait 2, c'est le mois d'août. Je comprends que les organisateurs hésitent, puisque dans les déclarations aussi du Premier ministre, les grands rassemblements, et donc y compris les grands rassemblements sportifs, la décision de leur existence et de leur réalité se fera sans doute en juillet-août. Donc je comprends que les organisateurs Donc rien n'est fixé encore. Rien n'est fixé, je pense qu'ils réfléchissent à ça en se disant peut-être qu'on a encore une chance. Bon. Mais il y a une chance réellement? Quand on voit, après les propos du Premier ministre qui parle de septembre, on peut douter. Moi j'expliquais, l'autre jour j'avais le président des concours de bœufs tyrans qui m'appelait, qui me disait Monsieur le préfet, on veut faire nos concours, ça fait je crois 70 ans qu'on fait ça ici en Guadeloupe, c'est la tradition et tout. Et je lui ai dit, Monsieur le président, ça fait 120 ans, 124 ans maintenant qu'on a des Jeux Olympiques. Tous les 4 ans, on a des Jeux Olympiques, sauf en temps de guerre. Et là, il n'y aura pas de Jeux Olympiques. Vous imaginez ce que c'est au niveau mondial, c'est que les Jeux Olympiques, ils n'auront pas lieu. Donc il faut comprendre que cette pandémie a un impact terrible et qu'il faut aussi, ici, sur le territoire, l'entendre, ce que font la plupart d'ailleurs des organisateurs. Vous voyez, la plupart des événements depuis un mois ou ceux qui vont avoir lieu dans les mois qui viennent sont annulés les uns derrière les autres. Et il faut accepter. C'est dur. C'est difficile parce que là, les bœufs tyrans, il me dit mais je suis à l'extérieur, tout le monde aura un masque, etc. Mais oui, mais c'est des regroupements de plusieurs personnes et donc on ne peut pas assurer ni les gestes barrières ni la distanciation. Alors rapidement concernant les centres commerciaux, comment ça va se passer? Alors les centres commerciaux, d'abord ce qui vendait de la nourriture était déjà ouvert, ça vous le savez, et heureusement, et permettez-moi là aussi de remercier tous les caissières, les caissiers qui ont fait là aussi et continuent à faire un boulot formidable pour nous permettre de manger à nous tous. Il n'y a pas eu de rupture. Vous vous souvenez, les premières fois que je suis venu sur ce plateau, j'avais eu des appels de pénurie, on nous cachait les pénuries. Non, on a tenu. Et ça, c'est aussi remarquable et on le doit à tous ceux qui ont organisé tout ça. On devrait avoir donc la réouverture de tous les magasins à partir du 11 mai, si nous sommes en vert. Je suis toujours très prudent, moi. Nous aurons l'ouverture de tous les magasins, sauf les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres, voilà. Donc tout ça sera rouvert, donc les magasins de vêtements, les coiffeurs, je sais que c'est très attendu, pas par moi, mais en tout cas c'est très très attendu sur le territoire. Je ne sais pas si vous avez vu, on sortira tous du confinement, pas moi, mais avec des cheveux longs et il y aura vraisemblablement beaucoup de travail pour les coiffeurs à la sortie au début du déconfinement. D'accord, donc on va arriver aussi à un masque pour tous ou au masque citoyen? Alors je pense que là-dessus, les doctrines évoluent en fonction des choses. Moi j'ai toujours été très clair. Vous n'avez pas évolué? Vous n'avez toujours pas de masque? Ah non, j'ai toujours pas de masque parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas malade, enfin je n'ai pas les symptômes, je n'ai pas tout ça, je ne suis pas à proximité de malade, je tiens toujours mes distances avec les gens, vous le savez très bien, je pratique les gestes barrières, je vais me laver les mains toutes les heures dès que je peux, etc. et tout, donc je mets tout ça en place. Mais je mettrai un masque quand je serai dans un transport en commun parce que ça sera désormais obligatoire. Il y a des situations où les distanciations ne pourront pas être mises en œuvre. À partir du moment où on va déconfiner et que tout le monde sera dehors, oui, il faudra respecter le port du masque, comme par exemple dans les transports en commun. Alors pour terminer cette émission, malheureusement, ça nous fait 1h30 d'émission. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Il y a encore beaucoup de questions qui pourraient être posées. J'aimerais vous citer les propos du Premier ministre à la fin de son discours où il dit « Non, les députés ne commentent pas, ils votent. Et ce faisant, ils prennent des positions politiques. » Et il a parlé d'honneur, il a dit c'est votre honneur, c'est votre mission et c'est ce que je vous invite à faire après le débat qui suivra cette déclaration. Alors, vous dites quoi, vous, aux élus, aux maires?
Les maires aujourd'hui dans cette crise, les maires, le conseil départemental, le conseil régional sont en première ligne. Les maires parce que ce sont les élus de proximité, donc ils doivent gérer comme toujours les questions d'intendance les plus proches des citoyens, et c'est pas simple tous les jours dans cette crise, y compris d'ailleurs avec des personnels qui sont aussi fragilisés par rapport à ça, qui sont confinés, donc il faut faire tourner une boutique et c'est pas simple. Ils doivent prendre aussi des décisions. Vous l'évoquiez tout à l'heure, sur la responsabilité derrière, elle est toujours engagée, et elle peut être engagée parfois sur quelque chose où on n'est même pas responsable, c'est parfois un collaborateur ou un autre élu qui a pris cette décision pour vous. Donc voilà, aujourd'hui dans ces crises, les élus sont obligés d'être en première ligne, comme ils le sont d'ailleurs en Guadeloupe chaque fois que nous avons des crises. On en connaît d'autres. Parler d'honneur concernant les députés, c'est... Oui, mais je pense que... Est-ce que c'est un ras-le-bol qui a fait qu'il ait dit tout cela? Oui, je pense que c'est une compréhension de la part des députés. Qu'est-ce qui a pu pousser le Premier ministre à sortir cette phrase? Non, je pense que c'est surtout beaucoup de pression, beaucoup de commentaires et beaucoup de pression par rapport à une action qui est jamais simple. Cette crise, elle est unique, elle est historique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Face à un ennemi invisible, face à un ennemi qu'on connaît mal, découvre, on est donc amené à prendre parfois des décisions et des injonctions contradictoires. On dit quelque chose un jour et le lendemain on est obligé de rétro-pédaler et de revenir. C'est compliqué, c'est jamais de toute façon simple de diriger un pays comme la France, en plus où moi j'ai eu la chance de vivre dans 6 pays dans le monde, et je compare toujours, je dis, c'est drôle parce que la France, c'est un pays où on dégage une énergie phénoménale pour critiquer ce qui se fait. Alors que les autres pays où j'ai vécu, et je sais s'ils étaient très différents, quand il y a une crise, tous vont vers la solution et vers la recherche de la solution. Et on critique après, ou on critique avant. Mais quand il y a le feu, on ne se pose pas la question de savoir s'il faut prendre un seau rouge ou un seau noir, on prend les seaux et on y va. Voilà, c'est peut-être ça que le Premier ministre a voulu dire, et c'est ici, en tout cas, je pense que tout le monde prend les seaux aujourd'hui, et y va, parce qu'il n'y a pas le choix. Élus font leur mission, ils ont de l'honneur, et je pense que nous avons, ils ont de la bonne volonté. Nous avons plus d'échanges aujourd'hui, on en rit souvent parce qu'on se retrouve aujourd'hui à faire beaucoup de visioconférences, d'audioconférences où on ne se voit pas, on ne sait pas qui est-ce qui va parler. C'est assez perturbant d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'on se parle tous les jours, mais on ne s'est pas vu parfois depuis de longues semaines, et pour autant il faut qu'on avance, il faut qu'on passe aussi les instructions, il faut qu'on passe les messages, clarifie, rassurer. Voilà, c'était un terme qui a été employé sur ce plateau, vous vous souvenez Donc ce coronavirus a resserré vos liens avec les élus? Je pense que c'est aussi la rumeur guadeloupéenne qui veut que mes relations avec les élus, avec certains élus, oui, je le confesse, elles sont compliquées, mais avec la plupart des élus, j'ai des relations qui sont tout à fait normales, Madame Boissel, je vous rassure. Vous rassurez les Guadeloupéens. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé le temps d'expliquer les choses, et je suis à votre service pour revenir ici et continuer. Je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un confinement de manière extrêmement rapide, avec extrêmement de discipline, de civisme, et je remercie de nouveau les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens de tout ce qu'ils ont fait. Là maintenant, on rentre dans une étape sans doute beaucoup plus compliquée parce qu'il va falloir chaque fois avancer pas à pas, desserrer cette étreinte, retrouver cette liberté qu'on chérit tant, et c'est normal, sans toujours prendre le moindre risque pour ne pas retomber dans ce qu'on a essayé et plutôt réussi à éviter. Voilà, et donc ça, collectivement, il faut qu'on y arrive, mais je suis sûr que nous y arriverons si tout le monde y met du sien. Nous aurons l'occasion de nous retrouver juste avant le 11 mai, puisque le 7 mai, le Premier ministre reviendra avec beaucoup plus de précision, et puis nous aurons l'occasion d'aborder ce 11 mai avec vous, et j'espère de manière très sereine.
Excellente soirée à tous. Surtout restez à l'écoute de nos programmes puisque juste après, vous aurez l'émission d'Harold Plus qui, lui aussi, aura à développer un sujet très, très important. Excellente soirée à tous.